Donc, ce que j'ai montré ce matin déjà aux étudiants, c'est le contexte dans lequel on fait cette, euh, cet exploratoire d'une semaine, là, ce travail expérimental d'une semaine, et puis la manière dont il s'inscrit dans la suite, en fait, de ce qu'on avait fait sur la Terre, Nathalie, était là, et sur le textile. Voilà. Et donc, le programme de la semaine. Et maintenant, on va commencer. Qu'est-ce qu'un mobilier chauffant? Donc, ce que, ce qui m'intéresse en fait à travers ces exemples que je vais vous montrer, c'est de, de voir un petit peu quelles sont toutes les questions que soulève cette idée de mobilier chauffant. Donc, Martin vous parlera après de rénovation légère et de thermique. Et moi, je vais plutôt vous parler de ce que signifie la chaleur dans un espace. Donc, à travers quelques illustrations, eh bien, on voit que l'espace évolue selon les saisons. Et en hiver, on a tendance à, lorsqu'on n'est pas dans une température homogène où là, il fait 20 degrés dans toute la pièce, peut-être même un peu plus, bon, on peut s'installer là ou là ou là ou là. Si vous rentrez dans une grande pièce comme ça et qu'il y a une cheminée quelque part, voir une grande marmite au milieu qui est en train de préparer la soupe, ben, qu'est-ce que vous allez faire? Il fait très froid, vous allez vous mettre autour. Et par contre, en été, eh bien, vous allez plutôt vous installer près des fenêtres, avec les fenêtres ouvertes. Donc, ça veut dire qu'il y a un espace qui va changer en fonction des usages et en fonction des saisons. Donc, c'est assez intéressant parce que ça veut dire que cette idée de température comme ça, eh bien, vient complètement bouleverser la question de l'espace et la manière dont on s'installe. Et là, on voit ces hommes autour du feu, voilà, en train de... Et ça, on va avoir Olivier Jandot jeudi qui va nous parler justement d'un regard dans l'histoire, en fait, la manière dont les gens s'habillaient à travers toutes les peintures, les gravures. Et on voit que ben, les gens vivaient pas de la même façon en hiver et en été. C'est quelque chose qu'on a complètement oublié, en fait, hein. Euh, c'est aussi faire confiance à des techniques qui sont plutôt low-tech. Donc des techniques qui sont peu coûteuses, euh, qui sont plus ingénieuses, on va dire, hein. Donc là, on a des systèmes japonais de, de résistance qui sont, alors à l'origine, c'était des petits réchauds avec du charbon ou des braises que l'on mettait sous une table et que on venait recouvrir de couvertures et on se mettait donc sous les couvertures et comme ça on avait les jambes au chaud. D'accord. Et en fait, ces tables-là, qui existent encore dans les maisons japonaises, eh bien, aujourd'hui, c'est non seulement l'endroit où on mange, mais en hiver, c'est aussi l'endroit où on travaille, on sort son ordinateur, l'endroit où on reste l'après-midi à discuter, etc. Et c'est vraiment l'endroit où on a chaud dans la pièce. Mais il y a aussi plein d'autres manières de chauffer qui ont été le truc assez classique, hein, le poêle, hein, hein, tu le sais, Manu, hein, parce que t'as encore un poêle à charbon. Et tous ces objets, alors je ne sais pas si tu as ça, toi, des objets qu'on vient poser sur le poêle, Alors, moi, ça a feu, donc. Alors, moi, j'avais une cuisinière, ouais, je mettais même à manger dessus. tu pouvais te mettre ta bouilloire, te faire à manger dessus. Ouais. Et maintenant, tu peux plus, en fait. Ça a feu, donc ça chauffe pas assez. Ah, ça chauffe pas assez. Ouais, d'accord. Mais tu pourrais très bien te mettre un gros galet, le mettre après dans ton lit pour pouvoir réchauffer. C'est dans ta vie. Voilà, exactement, exactement. Voilà. Et donc, au-dessus du poêle, eh bien, on pouvait mettre des éléments, soit pour chauffer sa gamelle, soit pour réchauffer des objets qui, après, comme des chaufferettes, des bouillottes, qui pouvaient réchauffer le lit. Donc, ça sont les chaussures chauffantes de Lavoisier. Euh, là, c'est un vêtement euh, chauffé par fluide
Donc voilà, un vêtement avec des tas de, de circuits d'eau qui permettent d'affronter les climats froids ou de fluides énergétiques. Voilà. Mais il y a aussi la question ornementale, c'est-à-dire que dans l'intérieur blanc, neutre, avec une température équivalente, quel que soit le niveau de la pièce, eh bien la source de chaleur, en fait, elle n'existe pas, en fait, elle est complètement abstraite. Alors que dans tous ces objets où on voit cette jeune fille là qui se réchauffe autour de sa chaufferette qui doit être à peu près comme ça, un élément en terre ou en métal, avec des braises à l'intérieur, vous voyez? Et on voit voilà, le côté un peu euh, eh bien de chauffer son corps, d'être à proximité, donc d'un objet en fait d'un objet, comme là, en fait, une bouillotte. Ici aussi une bouillotte. Ici une chaufferette, donc c'est un élément qu'on peut transporter à la main, dans lequel on met des braises ou du charbon ou des choses comme ça. Ici c'est une bouillotte, donc on met de l'eau chaude à l'intérieur. Ici c'est une brique justement qu'on pose sur le poêle qui va bien chauffer et qu'on va pouvoir après mettre dans son lit, par exemple, ou sur son canapé ou autre chose. Et je voulais vous lire deux citations de William Morris, donc, qui est un auteur que j'aime beaucoup, je ne sais pas si certains le connaissent, mais qui dit l'art doit être divisé en gros en deux types. Le premier que nous pourrions qualifier d'art intellectuel, qui est abstrait, voilà, voilà. Et le second d'art décoratif. Le premier genre s'adresse uniquement à nos besoins mentaux et ses productions n'ont d'autre objectif que de nourrir l'esprit. Le second n'entre que dans la composition d'objets destinés en premier lieu aux exigences du corps. Donc l'art décoratif, ça peut être avoir le plaisir de boire dans une belle tasse, et ça peut être aussi avoir un objet qui va chauffer le corps et qui va être réconfortant. Ça peut être un doudou, ça peut être plein de choses. Il s'intéressait beaucoup aux arts appliqués, et il dit en fait, il considérait que l'architecture était le plus grand des arts appliqués, parce que justement l'architecture intégrait en fait les autres arts. Veut dire que la peinture va dans les musées, la sculpture va dans les jardins, l'architecture, c'est dessiner un bâtiment. Eh bien, en fait, si on considère que l'architecture, c'est un tout, eh bien, ça intègre tous ces éléments-là. Il dit, le but des arts appliqués aux articles utilitaires est double. Premièrement, ajouter de la beauté au résultat du travail de l'homme. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'homme fait quelque chose, ben, ça fait quand même plaisir quand c'est beau, hein. Alors, et l'usager qui, le cas échéant, serait laid. On voit bien qu'il y a beaucoup de choses, en fait, qui ont été dessinées, construites, qui sont purement utilitaires. C'est moche, mais c'est bien pratique, on dit, hein. Mais c'est moche, bon, bah, c'est dommage, ça coûte pas cher, c'est moche, mais c'est pas grave, c'est pratique, vous voyez? Alors qu'en réalité, ça aurait pas coûté plus cher que de faire peut-être joli, de réfléchir, voilà. Et deuxièmement, ajouter du plaisir au travail lui-même, qui sinon serait fastidieux et rebutant. Et là où ce que défend beaucoup William Morris, c'est de dire, mais le travailleur qui fait quelque chose de moche, alors il ne trouve aucun intérêt à son travail, en fait. Vous voyez. Donc il y a aussi cette idée que l'industrialisation telle qu'elle a été vue, en fait, telle qu'elle a été, et on le sait encore plus aujourd'hui, hein, lui il écrit ça en 1884, eh bien elle a aussi privé de plaisir celui qui fabrique. Voilà. Et puis tout ça, en fait, ça c'est l'ondol coréen, qui est encore un système utilisé en Corée et qui à l'époque était utilisé autant pour les châteaux que pour les petites maisons ordinaires. En fait, ça fonctionne comme ça. Ici, c'est la cuisinière, c'est à l'extérieur de la maison. On cuisine là et quand on cuisine, on fait chauffer la soupe, je sais pas quoi, la chaleur passe dans une cave comme ça et ressort par une cheminée. Et donc, ça donne ce genre de choses. C'est bien que les bâtiments sont un peu surélevés. Et du coup, en fait, les gens, ben, ils ont développé une manière de vivre au sol, puisque le sol est l'endroit qui est chauffé. Donc, ça veut dire qu'on a une espèce de cohérence entre la technique, les usages, ben, être au sol, manger au sol, assis, être toujours contre le sol, voilà. Et puis, l'organisation de l'espace. Et alors, ce qui est intéressant, je vais revenir là-dessus, c'est qu'en dessous,
Là, on voit des pierres. Sinon, il y a aussi des éléments comme ça, linéaires, qui sont massifs et qui viennent capter la chaleur de l'air. C'est-à-dire que l'air n'est pas uniquement capté par un espace ou une masse, mais il est aussi capté par le vide. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'un objet chauffant? Ben, c'est un élément de confort personnel qui fonctionne par réchauffement direct du corps et non de l'air. C'est un objet massif, souvent, mais pas uniquement, multicouche, il peut être rugueux ou lisse. Il intègre une source d'énergie et il fonctionne par accumulation et restitution lente de la chaleur. Il est positionné dans le logement, il doit répondre donc à un certain nombre de contraintes, des contraintes d'usage, d'entretien, de lavage, mais aussi de manipulation, selon que, bon, ça peut être un élément assez lourd, mais ça peut être aussi un élément qu'on aime bien transporter avec soi. Et donc, dans ce cas-là, il faut qu'il soit suffisamment léger pour pouvoir le transporter. Et d'esthétique, ornements, sensations, plaisir corporel, etc. Il y a un ouvrage, donc je pense que tu vas leur en parler, hein, de Sloit. Ils disent, eux, ils appellent ça un chauffage de proximité. Et il dit, en fait, c'est un écosystème technique qui permet de réchauffer les corps de façon active. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste là, bah ça va, on est bon, je peux enlever un pull parce qu'il fait bon pour être en t-shirt ici, hein. Euh, mais on va bouger l'objet, en fait, selon les usages, selon ce qu'on va envie de faire, avec une basse puissance, c'est-à-dire qu'on va pouvoir le toucher. Euh, il complète le chauffage central qui tourne, lui, au ralenti, c'est-à-dire qu'il est basé sur le fait que le chauffage central, on va le mettre, par exemple, à 16 degrés, 17 degrés, et on va se réchauffer quand on va faire quelque chose. À proximité directe entre l'émetteur et le récepteur, et rayonnant ou conductif en prenant soin d'éviter l'air comme vecteur thermique. Voilà. Donc, quelques exemples. Je sais pas si c'est sur son un poil de masse, hein, mais en tout cas, il a été dessiné par. Ça, c'est un grand architecte suisse, il s'appelle John Caminada. Et il a mis ce poil comme ça, en plein milieu de la pièce, comme vraiment l'élément central. Et ça, c'est Amélie Fontaine, une enseignante de l'école, là, qui, euh, qui a fait une maison. Je sais pas si c'est un poil de masse. C'est un poil de masse, ça? Non, Non. c'est un poil classique, voilà, C'est un les poil VTC, classique. mais Ouais, ça fonctionne pareil plus ou moins. d'accord. Et alors, ce qui est intéressant dans le poil de masse, c'est que c'est un poil qui fonctionne comme ça, c'est-à-dire que contrairement à un poil, on ne peut pas s'asseoir dessus, sinon on se brûle les fesses. Mais un poil de masse, en fait, ça, le feu est là, et en fait, le feu est réparti et circule, si bien qu'autour, en fait, on peut le toucher, on peut s'asseoir dessus. Et donc, ça permet d'autres usages. Et encore une fois, ça fonctionne par circulation de l'air dans du creux. Donc, on a à la fois du creux et du plein. Voilà. Alors après, quel type d'énergie? Eh bien, alors on va vous montrer après, donc on a des résistances. On a ici, ben, c'est comment ça s'appelle? Kotutsa? Kotatsu. Kotatsu. Voilà. Kotatsu, c'est sur les tables japonaises que je vous ai montré tout à l'heure. Où là, on met maintenant une résistance électrique sous la table et après on met la couette par-dessus, la couverture par-dessus. Ici, alors c'est une brique avec intégration de feuilles de cuivre. Donc on a acheté des feuilles de cuivre aussi pour tester ça. Et ici, bon, c'est un truc, c'est un panneau de pierre. Donc là, il y a la pierre. On intègre dans la pierre des, des petits câbles électriques, en fait. Et derrière, on met de l'isolant pour pas que ça chauffe le mur. Et en fait, comme ça, la pierre, en fait, elle reproduit de la chaleur. Et ici, en fait, c'est un truc qui est fabriqué à partir de pots de terre classiques, hein, avec des bougies chauffe-plat. Et alors, ce qu'ils disent, mais il paraît que c'est très décrié sur Internet, mais c'est que on peut chauffer, enfin, augmenter une pièce de 2 degrés, une pièce de 20 mètres carrés, on peut l'augmenter de 2 degrés avec un élément comme ça. Mais c'est intéressant de voir qu'il peut y avoir plusieurs sources de chaleur. Et puis, il peut y avoir aussi, alors ça sont des exemples, en haut sont des exemples en pisé. Il peut aussi y avoir, on en a un peu parlé ce matin, hein, c'est que la Terre, en fait, c'est très très riche la Terre, hein. C'est plein de couleurs différentes, on peut les mélanger, etc. Puis dans le pisé, on rajoute des agrégats, donc ça peut être, on peut faire des choses assez jolies, etc. Et puis là, c'est pas du tout des objets chauffants.
mais c'est peut-être des objets inspirants, on va dire. Mais l'usine, quand je lui parlais de mobilier chauffant, elle disait, oh, moi j'aimerais bien avoir une grande, comme un luminaire au-dessus de ma table, comme ça, qui chaufferait. Donc voilà, ça peut être un élément comme ça qu'on peut fabriquer d'ailleurs plus facilement en modelage qu'en pisé, hein, parce que le pisé a quand même, faut quand même quoi, 10 centimètres en fait d'épaisseur, hein. Ce serait fragile comme ça. Voilà. Ouais, des éléments qui montrent que, voilà, puis ça ce sont des sculptures. Et ça, c'est un élément de, bon, c'est une sculpture, mais qui est basée sur un principe c'est pour rafraîchir, enfin peu importe. C'est une espèce d'élément qui garde l'eau au frais. Mais peu importe, ce que je trouve intéressant, c'est de regarder des objets comme ça qui sont pas uniquement la masse, mais qui sont aussi creusés et peut-être qui jouent justement du plein et du vide. Voilà. Bon, ces petits schémas, mais en fait, Martin va en montrer des beaucoup mieux. Mais je trouve assez marrant cela, ce qui est complètement pixelisé. Voilà. Quand on a un poêle, on a 150 degrés là, donc on a une certaine distance. Quand on a un poêle de masse, on s'assoit dessus. Voilà. Et quand on chauffe l'air, finalement, on pense à beaucoup de choses, sauf à chauffer les corps directement. Voilà. Et le livre, c'est Slow It. Et je laisse la place à Martin. C'est la dernière slide? Ouais, c'est la dernière. Ok. Je vous l'enverrai, hein, ça. Donc vous pourrez. Bon, il y a peut-être des... Hop, mettre plein d'écran. Il y a peut-être des pages que je vais sauter un peu parce que la présentation elle semble un peu longue, mais du coup l'idée c'est de parler de la rénovation légère dans le contexte de l'habitat patrimonial. La rénovation légère, en fait, je vais avoir un peu trois phases dans la présentation. Je vais vous parler de trois choses. La rénovation légère, d'abord, c'est par opposition à la rénovation lourde. On a un peu parlé de la rénovation lourde et de ce qui fonctionne dans la rénovation lourde et de ce qui pose problème, qui est en fait une approche d'adaptation du bâti existant, enfin, de rénover le bâti existant d'un point de vue énergétique. Après, il y a une deuxième approche qui est une approche plutôt usagère. On va travailler moins sur la technique, ce serait l'approche de la rénovation lourde, mais peut-être plus sur les usages, les manières de se chauffer, avec quels éléments on se chauffe. Et ça, donc, on prendra exemple notamment sur Slowitz, dont Béatrice a commencé à parler. Et enfin, donc, la rénovation légère, c'est un peu l'idée de prendre ces trois éléments en même temps et de voir ce que nous, en tant qu'architectes, on peut apporter en plus à ces techniques-là. Alors, je vais parler de ces trois exemples-là à travers deux méthodes que j'ai moi utilisées dans ma thèse. Le relevé climatique habité, donc sur des études de cas un peu partout, de rénovation un peu partout en Europe, en Belgique et en France notamment. Et donc des ateliers expérimentaux qui ont déjà été faits dans le cadre du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais avec la chaire. Donc, on en a déjà parlé tout à l'heure, celui sur les enduits terre, celui sur les rideaux, et donc ici là, qui est le troisième, celui sur le mobilier chauffant. Mais avant ça, il y a un petit rappel sur quelques notions thermiques qui sont importantes pendant l'atelier. C'est peut-être ce qui est le plus important presque dans la présentation. C'est d'abord l'idée que un flux de chaleur, ça va toujours du chaud vers le froid et d'avoir bien en tête que nous, on est toujours souvent plus chaud que notre environnement, parce que nous, on est à 37 degrés. Ce qui nous entoure, en général, c'est à 17, 16, 20 degrés. Et donc, on a plutôt tendance à nous réchauffer finalement ce qui nous entoure, sauf quand on a un radiateur qui est pour le plus chaud que nous. Mais sinon, c'est plutôt nous qui perdons de l'énergie vers notre environnement, d'où le fait de porter des habits pour essayer de garder notre chaleur. Voilà. Et par exemple, là, on voit sur cette photo, ça c'est des photos infrarouges. On voit dans une maison, bah, finalement, un peu plus chaud, qui apparaît en orange, c'est nous, parce que c'est nous qui sommes les plus chauds. Donc, nous, on perd sans arrêt de l'énergie. Et il y a trois façons de perdre de l'énergie, ou trois flux de chaleur, donc trois façons dont la chaleur se répand se répand dans l'air. Il va y avoir la convection. Donc, la convection, c'est un flux de chaleur dans un fluide, donc qui peut être l'eau ou l'air. C'est par exemple quand on voit une casserole qui bout, c'est en fait l'eau qui se met en mouvement parce que le fond de la casserole est plus chaud et donc ça remonte et donc ça crée un mouvement d'air, enfin d'eau chaude qui monte. L'air chaud, c'est pareil quand on a un poêle, par exemple chez Manu, on le voit assez bien. Bah, quand l'air chaud monte par l'escalier, puisque l'air chaud monte, il est plus léger que l'air froid. Voilà, c'est un flux de chaleur par l'air. Euh,
Le deuxième flux, donc ça c'est aussi la convection. Vous voyez qu'effectivement, nous on est plus chaud, donc on met des habits pour essayer de garder notre chaleur, et puis on est dans un environnement qui est un peu plus frais, et puis cet environnement un peu plus frais qui est la maison est encore plus, enfin, plus chaud que l'extérieur qui lui est encore plus frais en hiver. Ensuite, le rayonnement, ça c'est un flux de chaleur dans le vide. Ça on le voit bien souvent avec le soleil notamment. Parfois on est dehors, on sent qu'il fait froid, mais on a le soleil qui nous arrive dans la figure, et donc on sent cette chaleur du soleil qui nous arrive. Ou près d'un poêle aussi, on sent parfois vraiment le rayonnement qui vient du poêle, on sent que ça vient du poêle. Donc ça, c'est le rayonnement. Et le dernier, c'est la conduction. Donc c'est le fait de toucher, bah, par exemple, un poêle, on ne le touche pas parce que c'est trop chaud, mais on met souvent la main sur un radiateur à eau parce que c'est chaud et parce que c'est agréable, donc on le touche. Et donc là, c'est la conduction, donc c'est par toucher directement. C'est aussi ce qui se passe dans un matériau, par exemple. Il y a des matériaux qui sont plus ou moins conductifs, qui vont plus ou moins conduire la chaleur. Donc les matériaux isolants, vous savez que c'est des matériaux a priori peu conductifs. Et au contraire, certains matériaux comme la pierre ou comme le cuivre, dont on va parler tout à l'heure, sont très conductifs, c'est-à-dire qu'ils font passer la chaleur très rapidement, que la chaleur se propage très rapidement dans leur intérieur. Voilà, donc ça, c'est différents types de conductivité thermique, c'est pas très important. Une autre caractéristique importante des matériaux qui va nous intéresser, c'est la capacité à emmagasiner de la chaleur. Il y a des matériaux qui vont emmagasiner très peu de chaleur et d'autres qui vont en emmagasiner beaucoup. Par exemple, si on imagine une pierre, ça va avoir une capacité à stocker beaucoup, beaucoup de chaleur. À l'inverse, je sais pas, du bois, par exemple, une grosse masse de bois, il va pas y avoir beaucoup de chaleur dedans, ou même un isolant, en fait, on sent bien que ça va pas emmagasiner beaucoup de chaleur dedans. Et donc là, c'est pour ça, par exemple, qu'on va plutôt fabriquer des objets en terre, parce que la terre a cette capacité à emmagasiner de la chaleur. Et donc, bah, c'est-à-dire qu'on utilise la résistance, elle va chauffer pendant 10 minutes, et puis la chaleur sera encore disponible pendant une demi-heure, une heure dedans. Elle va se diffuser de façon assez lente. Donc le petit mot en dessous en haut, mais c'est pas grave. Bref, ça, une autre notion qui est importante, c'est l'effusivité thermique. L'effusivité thermique, c'est la sensation qu'on a quand on touche un matériau. Et qui paraît plus ou moins chaud. Par exemple, si vous imaginez que vous êtes dehors, qu'il fait froid et que vous vous asseyez sur une chaise en métal, je sais pas, sur un banc en métal, par exemple, a priori, vous allez sentir que, enfin, vous n'allez pas le faire, même, parce que vous allez dire, c'est trop froid, enfin, vous allez refroidir les fesses. Enfin, c'est pour ça, souvent, qu'on fait des bancs en bois, parce que du coup, on s'assoit dessus et on a cette sensation de chaleur. Et à partir de ça, on peut calculer ce qui s'appelle une température de contact, selon par exemple, l'effusivité du corps humain et l'effusivité d'un rideau ou d'un carrelage. En fait, le rideau et le carrelage, dans une maison, ils sont à la même température, parce que, en gros, la maison est chauffée à 18 degrés, donc les deux sont à peu près à 18 degrés. Notre corps, il est à 37 degrés. Et en fait, la température de contact, c'est la température de ressenti qu'on a quand on touche quelque chose. Et par exemple, avec un rideau en laine, eh ben, la température de contact, c'est 36,3 degrés. Donc, c'est très proche, finalement, de notre température à nous. Alors qu'avec le carrelage, ça va être 25,8. Quand on marche pieds nus sur le carrelage, on a toujours cette sensation assez fraîche, qui peut être super agréable en été, mais qui en hiver peut être plus problématique. Donc voilà, ça c'est lié vraiment à l'effusivité, donc à la capacité du matériau à se réchauffer en surface rapidement, plus ou moins rapidement, et avoir cette sensation fraîche ou chaude. Bon, là, il y a des mesures, je vous enverrai si ça vous intéresse. Et donc, à partir de ces flux de chaleur, en fait, le but, c'est de montrer comment nous, on se réchauffe et comment on se refroidit, comment notre corps se réchauffe et se refroidit. Et en fait, on se rend compte à peu près qu'on perd enfin, une partie de de la manière de se réchauffer et de se refroidir, c'est par la nourriture. Donc, par exemple, même quand on boit une tasse de thé, qu'on mange du sucre, je sais pas quoi, ou qu'on mange ce qu'on veut, on se réchauffe. À l'inverse, si on mange quelque chose de froid, on va se refroidir. La convection, donc plutôt par rapport à l'air, ça représente à peu près un tiers de notre perte de chaleur. Le rayonnement, à peu près un tiers. Et l'évaporation, donc le fait de transpirer aussi. Et la conduction, c'est assez peu, mais ça influe beaucoup sur la sensation, la conduction, surtout quand on a les pieds nus. Et donc ça nous amène finalement à la question du confort. Qu'est-ce que c'est que le confort? Le confort thermique, il y a des manières de le calculer dans des approches très enfin très, très techniques, on va dire. On calcule souvent à partir de 5 indicateurs la température des parois, donc qui va justement rayonner plus ou moins. Par exemple, si on est sur un mur non isolé très froid, eh ben, ça va du coup absorber notre chaleur. La température de l'air, l'activité qu'on fait, le type de vêtements qu'on porte et la vitesse du vent. Et selon ces 5 indicateurs-là, en fait, on arrive à calculer des sortes de sensations de confort statistiques, en fait,
L'idée, c'est qu'on a mis tout un tas de gens dans des chambres climatiques et puis on a testé comment ils se sentaient dans certaines conditions. Et puis, à partir de ça, voilà, on arrive à avoir une sorte de confort statistique. C'est une méthode qui date des années 70 et qui a permis notamment d'élaborer des zones de confort universelles où on se dit qu'entre 21 et 24 degrés, finalement, tout le monde à peu près dans le monde sera à peu près confortable. Et voilà, donc ça, c'est des choses qui sont aujourd'hui un peu remises en cause. Parce qu'en général, on se rend compte que c'est la technique là, dont je vous ai parlé avant, quand on demande réellement à des gens ok, comment ils se sentent, en fait, souvent leurs réponses sont assez éloignées de la technique de calcul. Quand on demande à des habitants réels, donc là on a de la chance, on a des vrais habitants, donc il faudra leur demander réellement comment ils se sentent. Et pour connaître le confort ressenti de quelqu'un, il y a un peu trois questions qu'on peut poser. C'est quel est votre ressenti, donc comment vous vous sentez d'un point de vue thermique là, à présent? Est-ce que vous en êtes satisfait et qu'est-ce que vous voudriez dans l'idéal? Donc, comme ça donne avec ces trois questions-là un peu une image de la satisfaction et puis dans une sorte d'idéal thermique, comment on voudrait se sentir dans l'idéal. Ensuite, la deuxième critique qui est faite au confort un peu classique, c'est que il repose sur le postulat que tout le monde cherche la neutralité thermique. La neutralité thermique, c'est le fait d'avoir aucune sensation, en fait, d'être dans un espèce d'état où on sent pas le chaud, on sent pas le froid et on oublie un peu cette question de la chaleur. Et quand on demande, en fait, quand on fait des enquêtes, on se rend compte que les gens, en général, parfois, ils veulent avoir légèrement chaud ou avoir légèrement frais, mais ils veulent assez rarement ne rien sentir. Et donc, on voit qu'en général, voilà, les gens ne recherchent pas forcément la neutralité thermique. Ensuite, il y a pas mal d'études dans des bâtiments qui montrent que, dans des bâtiments réels, que, en général, plus un bâtiment offre ce qui s'appelle des opportunités d'adaptation, donc le fait de pouvoir ouvrir des fenêtres, de pouvoir ventiler naturellement, de pouvoir régler le chauffage, plus on se sent bien. À l'inverse, plus on a un bâtiment où, comme ici, finalement, si on voulait monter le chauffage, on ne saurait pas trop quoi faire, on va être beaucoup plus exigeant dans ces cas-là. Et donc, il faut imaginer que plus en fait le confort, plus on est notre confort et plus on a des capacités d'adaptation, des marges d'adaptation, des marges de manœuvre, finalement, plus on va être tolérant, et donc plus on va être tolérant peut-être à des températures élevées ou des températures fraîches. Et ça, donc, c'est un truc qui a assez bien résumé Pascal Anfou, avec sa théorie des trois conforts, avec donc, trois niveaux de confort, on pourrait dire, qui sont selon lui le confort ressenti. Et donc, le confort de commodité qui, en fait, correspond plus ou moins à la capacité d'un élément, par exemple, à chauffer. Vraiment, s'il chauffe, tant mieux, ça marche, on est content. Le deuxième, c'est le confort de maîtrise. Donc, c'est la possibilité de maîtriser cet élément, donc de pouvoir le régler, de pouvoir l'éteindre, de pouvoir le déplacer éventuellement, de pouvoir, voilà, d'avoir une emprise dessus, de pouvoir le maîtriser. Et le confort de réserve, c'est l'idée d'entretenir des relations avec ces éléments. C'est un peu plus flou, mais il y a un peu l'idée de plaisir qu'on peut avoir avec ces éléments-là. Il y a l'idée que, ok, aujourd'hui, cet élément-là, je l'utilise pas, mais je pourrais l'utiliser demain. Et du coup, c'est une sorte d'imaginaire un peu qui améliore aussi le confort. Et tout ça, c'est des choses aussi qu'on retrouve dans l'idée de plaisir kinétique. Donc, il y a un petit bouquin qui est assez intéressant, Thermal Delights in Architecture, qui est un bouquin de Lisa Eshong, qui date des années 70. Et elle a dit qu'on peut avoir des plaisirs liés à la Il a chaleur. été traduit, hein. Qui a été traduit, ouais, qui s'appelle Volupté thermique. ouais, qui est un petit bouquin qui est assez fascinant. Mm. Et elle a dit que donc les plaisirs climatiques, donc c'est par exemple un plaisir climatique, c'est quand en été il fait très chaud dehors, on rentre dans la maison, tout d'un coup il fait froid, il y a ce contraste qui est hyper agréable. Ou à l'inverse, quand en hiver, on est à l'extérieur, on rentre dans une maison bien chauffée, c'est super agréable. Ou quand, par exemple, on parlait des poils de masse, on va s'asseoir sur un poil de masse et c'est chaud, et voilà, et c'est pareil, c'est très agréable. Et donc ces plaisirs climatiques, ils sont liés à des contrastes thermiques souvent. Le contraste du sauna aussi, quand on rentre dans un sauna, etc., c'est vraiment basé là-dessus. C'est souvent des choses multisensorielles aussi, donc le fait d'avoir plusieurs sens qui sont stimulés. Donc, par exemple, un poil, ce qui est sympa, c'est qu'on voit aussi la flamme, il y a parfois le bruit, il y a l'odeur. Voilà, il y a plusieurs éléments en même temps. Enfin, il y a aussi nos yeux, nos oreilles, etc. Il y a la décoration et le fait que ce soit mobile, donc des choses qui bougent. Ça participe aussi, selon elle, au plaisir qu'on peut en retirer. Voilà, donc ça c'est un peu la même chose, c'est
un poêle, enfin une cheminée qui est faite par Anno Butcher, Butcher, qui est un gars qui a travaillé un Autrichien, et voilà, qui travaille avec ce poêle. Et je l'avais mis parce qu'il y avait à la fois donc voilà, un travail sur la couleur, on voit bien le feu, donc le côté où à la fois on le voit, on le sent, c'est multisensoriel. Donc, voilà, cette idée de plaisir qui est assez présente, je trouve, dans cette image. Comment? Ouais. Mais je vais aller plus vite. Et donc, la rénovation, si on parle des trois types de rénovation, donc la rénovation lourde, c'est l'approche normative de la rénovation. Donc, l'idée, c'est vraiment d'isoler l'ensemble de l'enveloppe et à l'intérieur de mettre des éléments de chauffage très, très normaux, on va dire, et on va chauffer l'ensemble de la maison. Ça, c'est quelque chose qui marche en fait en principe, ça marche plutôt pas mal. Le seul problème, c'est que on voit sur cette image que on devrait rénover normalement comme ça à peu près 500 voire 1 million entre 500 et 1 million de logements par an. Aujourd'hui, en rouge, c'est ce qu'on arrive à faire. Donc, on est plutôt autour de 50 000. Donc en fait, on voit qu'on n'arrive pas à faire ces rénovations parce qu'on n'a pas assez d'argent, parce qu'on n'a pas assez de matériaux. Donc en fait, la rénovation comme ça, c'est quelque chose qui n'arrivera sans doute pas vraiment dans la vraie vie. Donc, c'est pour ça qu'il faut trouver d'autres manières de rénover. En plus, on sait que la rénovation ne baisse peut-être pas autant que ça les consommations énergétiques. On sait qu'elle a un impact carbone qui est non négligeable. On sait qu'elle n'est pas toujours adaptée aux bâtis anciens. Donc, voilà, il faut trouver d'autres solutions. Euh, et donc, par exemple, ça, c'est la maison de Mélusine, donc qui a subi, on pourrait dire, une rénovation lourde. Vous voyez, c'est un relevé habité. Donc, en fond, là, vous avez les températures correspondent à cette échelle-là. Et donc, on voit effectivement qu'il fait à peu près la même température partout. Et il n'y a plus de distribution. Donc, finalement, la seule capacité que Mélusine a pour améliorer ou baisser son confort, c'est de baisser l'ensemble du chauffage ou d'augmenter l'ensemble du chauffage. Elle a quand même quelques couvertures qui lui permettent à la marge de s'adapter. Mais elle n'a par exemple pas de distribution, pas de porte qui lui permettrait de chauffer plus une partie de son maison qu'une autre. Elle n'a pas de petit mobilier qu'elle pourrait mettre à côté de son corps pour le chauffer plus. Et donc, elle se met en dépendance énergétique, on pourrait dire, parce qu'elle est obligée de chauffer l'ensemble de sa maison et d'augmenter d'1 degré l'ensemble de sa maison. Ça va lui faire exploser ses consommations énergétiques. Donc, elle est dans une situation de dépendance, on pourrait dire. Et donc, face à ça, eh ben, il y a des chercheurs, notamment en Belgique, qui sont intéressés à la question des usages avec avec 23 ménages donc bruxellois, l'idée c'était de tester une baisse des températures de chauffe, donc de chauffer à 15-16 degrés l'air, mais de trouver tout un tas de choses qui permettent de rester confortable, donc de trouver des éléments de chauffage très mobiles, très petits, de réapprendre à s'habiller peut-être aussi. Et donc l'idée c'est de garder un très très bon confort, pour d'améliorer son confort en se chauffant moins. Et en se chauffant moins, on fait des économies d'énergie directes de quasiment 50% de consommation énergétique. Avec tout un tas d'éléments voilà, de mobilier qui vont voilà, tout un tas de mobilier de chaises chauffantes, de lits chauffants, de panneaux rayonnants. Un des grands principes qu'il faut garder par rapport à ça, c'est que plus la source de chaleur est proche du corps, moins elle consomme. C'est-à-dire que si vous, par exemple, vous avez une chaise chauffante donc qui vraiment chauffe votre corps directement, ça va être une toute petite quantité d'électricité. Si vous chauffez, par exemple, un meuble entier, ça va être un peu plus d'électricité. Si vous chauffez une pièce entière, c'est un peu plus encore d'énergie. Si vous chauffez une maison entière, c'est un peu plus d'énergie. Donc, plus la chaleur est localisée, moins il y a de consommation énergétique, en gros. Ça, je pense, c'est un principe, un ordre de grandeur qui est important à conserver en tête. Et donc, vous voyez, par exemple, ça, c'est une maison slow heat, pareil, avec un relevé habité. Et donc, on voit que les températures sont effectivement un peu fraîches. Et ben, tout d'un coup, il y a un petit mobilier chauffant qui chauffe ici et ça augmente légèrement la température là où la personne se situe. Et puis, c'est quelqu'un qui a un poêle en plus. Donc, tout d'un coup, il allume son poêle et puis il peut finalement transformer une pièce qui était fraîche en température, en pièce beaucoup plus agréable. Par exemple, en fin de soirée, quand on a envie d'avoir chaud, ben, c'est toujours possible. L'idée, c'est toujours de se dire que c'est toujours possible d'avoir chaud. C'est pas de vivre dans un endroit hyper inconfortable, c'est d'avoir finalement toujours cette idée de marge de manœuvre. Au moment où on en a besoin, on peut les actionner pour rester confortable. Et ça, on va passer, on en reparlera peut-être une autre fois. Et donc, la rénovation légère, ben, l'idée, c'est un peu d'avoir trois légèretés. Donc, le léger, c'est au sens finalement de la quantité d'énergie qu'on utilise, donc peu d'énergie. C'est aussi à la question d'un coût qui est faible, donc des éléments qui sont peu coûteux, donc qui sont peut-être plus reproductibles plus rapidement. Il y a l'idée de léger aussi au sens de souple. Léger, ça peut vouloir dire un peu agile, habile. Donc, c'est le fait
de plus forcément chauffer de façon un peu massive l'ensemble du logement, mais de se dire qu'on va avoir des pratiques un peu plus agiles où ben voilà, on déplace les radiateurs, on allume les radiateurs à certains moments, on les éteint, etc. Et léger, c'est aussi l'idée du plaisir. Vous savez, la notion de légèreté, ça évoque ce plaisir à la fois donc climatique, donc avec Lisa Echong, et puis aussi le plaisir d'orner dont a parlé tout à l'heure Béatrice par rapport à William Morris. Donc, j'ai remis je parlais aussi de William Morris, mais du coup, je vais pas en reparler, mais il y a toujours cette idée, voilà, de plaisir de Le fabriquer. fan club de William Morris, c'est ça. Et ça, on en a aussi un peu parlé tout à l'heure, donc je vais repasser vite, mais du coup, ça, c'est des choses qu'on expérimente dans le bassin minier, euh, avec donc les différents workshops. Donc, on a testé les rideaux, et puis là, aujourd'hui, ben, on va tester le mobilier. Voilà, donc, je vous ai remis les rideaux des différents habitants. Je vous enverrai la présentation, comme ça, vous pourrez, si vous voulez regarder un peu plus attentivement les différents rideaux. Et puis voilà. Et donc la conclusion très rapide, bah, c'est que la rénovation lourde, en fait, pour l'instant, c'est pas forcément une solution à court terme. Ça peut être une solution peut-être à plus long terme, isolé, etc. C'est utile en soi, mais aujourd'hui, ça ne nous aide pas forcément beaucoup. Pour réduire les consommations, bah, le principal moyen très rapide, c'est de chauffer les corps et de ne pas chauffer l'air. Et pour améliorer le confort ressenti, bah, c'est de donner des marges de manœuvre, donc de donner des éléments sur lesquels les habitants peuvent se saisir pour améliorer leur confort et des éléments plutôt peu énergivores. Et pour rendre finalement ces pratiques-là désirables, eh bien, de chercher, de travailler sur les plaisirs climatiques, sur les plaisirs d'orner, les plaisirs de fabriquer, etc. Donc, de pas oublier la notion de plaisir. Je pense que c'est ça que nous, on peut porter peut-être en tant qu'architecte par rapport à, par exemple, la démarche Loïc qui était portée plutôt par des profils ingé et qui concernait plutôt des publics assez diplômés, plutôt déjà engagés dans les questions écologiques. Et donc là, nous, ce qu'on peut porter, c'est peut-être voilà, cette question du plaisir qui permettrait peut-être de diffuser ces pratiques au-delà de ces publics déjà convaincus. Je sais pas si vous avez des questions ou